la peinture sur verre qui a été captée. C'est cette œuvre qu'on a achetée pour l'usage d'érudits. Alors ça, c'était une réalisation importante cette année. Et là, à partir de septembre, donc dans quelques jours, on commence à développer une nouvelle chaîne de production éditoriale. Celle que nous avons date de 2001-2002. Plusieurs modifications sont à faire. Avec l'expérience qu'on a acquise aussi, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être encore améliorées pour optimiser nos processus. Alors, on refait notre chaîne de production, c'est un très gros projet. Et on veut aussi permettre la publication, le traitement d'autres genres scientifiques, pas seulement les revues. En fait, on le fait déjà sur une base, je dirais partisanale, mais disons plutôt ad hoc. Alors là, on veut le faire de façon aussi professionnelle que pour les revues. Et ça, c'est dans le projet de développement de la chaîne de production. Parallèlement à ça, nous avons obtenu une subvention du ministère du Développement économique, l'innovation et l'exportation pour la mise en ligne et la numérisation rétrospective de nos titres, d'un très grand nombre de nos titres. Et les revues, plusieurs revues ont profité de l'occasion pour faire des levées de fonds, aller chercher des financements pour compléter, au-delà de ce que la subvention permettait, pour compléter la numérisation de leur collection. Donc là, on est à environ 35 000 articles dans Érudit, on va monter à 50 000 au cours de l'année. Alors ça occupe une grande partie de l'équipe. Alors, par exemple, la revue d'histoire de l'Amérique française sera disponible depuis volume 1, numéro 1, jusqu'au dernier numéro qui a été publié. Alors, vous imaginez, Sociologie, Société, c'est déjà le cas, la revue Méta, toutes nos grandes revues, en fait, toutes nos revues seront disponibles, quasi toutes nos revues seront disponibles dans leur intégralité et dans le même site. Donc ça, c'est une chose qui nous distingue aussi de ce que nos collègues américains ou européens ont fait, français. Le rétrospectif et le courant ne sont pas dans deux plateformes distinctes, on est vraiment dans la même plateforme. Les autres développements, c'est vraiment d'aller du côté des publications de conférences, d'actes, de colloques, de proceedings. Il y a un besoin là qui est clair, ces ouvrages-là, souvent imprimés, ne se vendent plus, donc les éditeurs ne veulent plus les publier. Or, c'est important, c'est un genre qui est important à diffuser. Et on pense qu'il y a là une demande à laquelle on peut répondre par le numérique en offrant des services qui sont peu coûteux et qui permettraient là aussi, comme pour les revues savantes, de faire découvrir, de mieux diffuser les résultats qu'on a, en fait, les actes de colloque qui se passent sur le territoire québécois. On est dans Érudit à 1,2, 1,3 millions de documents par mois qui sont consultés. C'est énorme pour une plateforme qui diffuse pour une grande partie du contenu en langue française. Alors là, il faut profiter de ce trafic pour faire connaître d'autres publications, d'autres types de publications. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter de plus pour l'avancement de ce dossier? C'est une institution. En fait, on se rend compte qu'on est en train de créer ces infrastructures, ces nouvelles infrastructures pour les chercheurs, pour les étudiants, mais aussi pour nos concitoyens. On a un nombre très important de consultations qui nous viennent des Google, mais généraux, pas Google Scholar qui nous indexe, les bases de données bibliographiques spécialisées, Human Content, etc., Medline, tout ça sont du trafic de là. Mais des citoyens en général, on a énormément de trafic. Et on se rend compte qu'on est en train de créer des infrastructures qui deviennent ni plus ni moins de nouveaux types d'institutions, un nouveau type d'institution. Nous, on commence à le sentir, on le voit aussi par les profs, par nos auteurs, par les personnes qui consultent, mais que ce statut-là soit reconnu. Par exemple, je considère que je suis directrice d'une bibliothèque numérique. Je ne suis pas convaincue que c'est une observation, en fait, un constat qui soit partagé par plusieurs de mes collègues. Mais déjà que je sois présidente de la corporation, c'est un signe pour moi qui est très, très positif, parce que c'est la place aussi des bibliothécaires à la tête et dans les équipes de ces nouvelles institutions. Ceci étant dit, c'est certainement des lieux d'exercice de notre profession qui rendent absolument incontournable la pollinisation avec d'autres professions. Dans nos bibliothèques, bon, c'est déjà le cas, mais dans ce type de projet, dans ce type d'institution, là, c'est vraiment incontournable. Dans l'équipe du Centre d'édition numérique, nous sommes une vingtaine. Nous sommes 5 bibliothécaires. Il y a des informaticiens, des éditeurs, une
d'information. Alors, c'est peut-être ça qui serait la prochaine étape. Monsieur Eliade de la Bibliothèque nationale de France parlait au cours des derniers jours de mutants. Est-ce qu'on peut y voir effectivement des nouveaux métiers pour les gens formés en bibliothéconomie, en sciences de l'information? Absolument. Alors, je pense que le lieu du Centre d'édition numérique est un exemple. Alors, nous avons une diplômée de l'EPSI, Isabelle Spina, qui est la modélisatrice de tous les modèles de données que nous avons. Et très spontanément, on a demandé à une bibliothécaire de faire ce travail-là. Une bibliothécaire, évidemment, qui avait des fondements, une base d'information, mais plus qu'une base, une maîtrise d'XML et des langages XML. Et on voit que l'approche est très différente qu'un informaticien pur. Maintenant, ceci étant dit, comme je disais tout à l'heure, c'est incontournable de se confronter aussi avec l'approche vraiment informatique. Et c'est par la discussion avec nos collègues des autres professions qu'on arrive à des produits très riches et qui répondent mieux aux besoins de nos clientèles. Alors, c'est une belle évolution pour les métiers de la documentation. Absolument, oui. Et ça répond aux besoins de nos étudiants. C'est là qu'ils sont. Les étudiants, mais aussi les concitoyens. Alors, c'est des défis énormes. Je m'amuse à dire, parce que je suis en train de terminer une thèse sur justement le passage de l'imprimé vers le numérique. Je m'amuse à dire qu'on a l'impression, ceux qui travaillent à cette numérisation du patrimoine, on se trouve un peu comme les humanistes au 16e siècle. Ils ont eu, avec leur très grand programme d'édition, on pense à Aldmanus, à Venise et à d'autres, à faire passer de l'univers du manuscrit à la culture de l'imprimé, tout ce que nous avaient légué leurs ancêtres, la tradition. Et c'est un peu dans la même situation qu'on se trouve maintenant. On a à faire migrer de la culture de l'imprimé à la culture numérique, l'héritage, notre patrimoine, nos patrimoines. Et très souvent, on entend maintenant, pas seulement dans les universités, pas seulement par les jeunes, mais de plus en plus par des profs aussi, si le document n'est pas numérisé et disponible dans ma salle de travail à la maison, parce que c'est là que je travaille, j'y vais pas à la bibliothèque le chercher souvent. J'ai des réserves là-dessus parce qu'il y a énormément de documents très importants qui s'impriment, qui sont disponibles seulement sous forme imprimée encore aujourd'hui, dans certaines disciplines, particulièrement en histoire notamment. Donc j'ai des réserves là-dessus, mais c'est une réalité. Alors il faut, responsable du patrimoine, là on peut même être un petit peu plus conservateur ces années-ci, parce qu'il y a vraiment, on a une responsabilité, notre profession porte la responsabilité de faire passer notre patrimoine vers le numérique. Autrement, on risque de retrouver certains documents dans le ghetto du papier, dans le ghetto de l'imprimé.